L'art de la clause, c'est un art que le notaire doit maîtriser. Et c'est la raison pour laquelle l'INFN a décidé de mettre en place un projet faisant participer toute une série de praticiens professionnels et universitaires à la présentation de clauses sensibles qu'on a intitulées « Clause toujours ». L'objectif, c'est en quelques minutes de donner la possibilité à certains professionnels et éventuellement à d'autres rédacteurs professionnels, eh bien, d'être sensibilisés aux différents risques qui découlent de la rédaction de certaines clauses contractuelles. Pour commencer justement ce projet, je vais intervenir sur une clause, la clause relative à la condition suspensive. Cette clause est une clause particulièrement difficile à rédiger et lorsque l'on regarde le contentieux de la responsabilité, c'est souvent parce qu'une condition suspensive n'a pas été rédigée ou a été mal rédigée que le notaire a engagé sa responsabilité. C'est la raison pour laquelle je voudrais en quelques minutes attirer l'attention sur certains éléments sans approfondir le thème qui pourrait éventuellement donner lieu à d'autres développements. D'abord, la définition que propose l'article 1304 du Code civil de ce qu'est la condition suspensive. C'est une modalité qui suspend la naissance de l'obligation à la réalisation d'un événement futur et incertain. On connaît les exemples en pratique. Une promesse est conclue à la condition suspensive d'obtention d'un prêt, à la condition suspensive d'obtention d'un permis de construire ou à la condition suspensive d'obtention d'une autorisation. Mais les premières difficultés naissent dès le départ de la définition que nous propose l'article 1304 du Code civil. Il s'agit d'un événement futur. Or, assez fréquemment en pratique, l'objet de la condition suspensive est un événement qui existe au moment où le contrat a été conclu, mais qui est découverte a posteriori par les parties. Dans ce cas-là, la condition suspensive et la définition qui est proposée n'est pas satisfaisante. Prenons le cas d'un terrain pollué. Faire de ce terrain non pollué éventuellement l'objet d'une condition suspensive, alors que l'événement existe au moment où le contrat est conclu, eh bien ce n'est pas conforme à la définition qui est proposée. Dans ces conditions, ce qu'il faudrait faire, c'est faire d'un audit futur l'objet de cette condition suspensive. Je conclus un contrat à la condition suspensive que l'audit environnemental ne révèle pas une pollution rendant impossible la réalisation du projet immobilier. Concernant maintenant la validité de cette condition suspensive, au terme de l'article 1304.2 du Code civil, si l'événement dépend entièrement de la volonté du débiteur, c'est une condition potestative qui entraîne l'annulation de l'obligation. Prenons quelques hypothèses sensibles. D'abord, le cas d'une personne qui souhaiterait acquérir un bien, mais à la condition suspensive de vendre au préalable son propre bien. Si on devait admettre une telle condition suspensive, elle pourrait paraître potestative. Pour l'éviter, et je vous propose une clause en la matière, il faudrait que celui-ci soit déjà engagé dans le processus de vente de son propre bien. Il a par exemple conclu une promesse unilatérale de vente. Seul le bénéficiaire décidera du sort de cette promesse. Le caractère purement potestatif est ici évincé. Ou éventuellement, il a confié un mandat pour vendre à un agent immobilier. Dans ce cas-là, l'agent immobilier propose la vente du bien et la première acceptation formerait définitivement le contrat, ce qui permet là aussi de ne pas faire dépendre l'événement uniquement de la volonté du débiteur. Autre point important en termes de validité, il n'est pas possible de faire d'un élément essentiel du contrat, capacité, consentement, l'objet d'une condition suspensive. Pourtant, il arrive en pratique que cela se fasse, notamment prenons l'exemple du mineur qui vendrait son bien, qui conclurait une promesse unilatérale de vente à la condition suspensive d'obtenir l'autorisation du juge des tutelles. En la matière, cette pratique n'est pas acceptable puisque l'autorisation du juge des tutelles est là pour remplacer l'absence de capacité ou de consentement du mineur. Par conséquent, il faudrait préférer une promesse unilatérale d'achat à la condition suspensive d'obtenir l'autorisation du juge des tutelles ou tout simplement une offre de vente, mais absolument pas une promesse dont l'objet de la condition suspensive serait cette autorisation du juge des tutelles. Évidemment, ça ne peut pas être un élément essentiel, mais il peut s'agir d'une condition de validité. Par exemple, on peut parfaitement faire de la mainlevée de l'inaliénabilité d'un bien l'objet d'une condition suspensive. Même chose pour le droit de préemption, qui très souvent, s'il n'est pas respecté, entraîne la nullité du contrat. C'est donc une condition de validité. Et je peux pourtant conclure une promesse à la condition suspensive de non-exercice du droit de préemption. Alors certains de ces droits de préemption sont des droits de priorité.
Et pour certains, on ne pourrait pas en faire l'objet d'une condition suspensive, puisque avant toute démarche, il faudrait proposer la vente au locataire, par exemple en matière de congé pour vendre, ou au preneur commercial, dans le cadre de l'article L145-46.1 du Code de commerce. Mais la rétroactivité de la condition suspensive, cette fiction, permet de faire en sorte que si le droit de préemption est exercé, eh bien, on fera comme si la promesse n'a jamais existé. Je pense qu'il est encore possible aujourd'hui, y compris pour le preneur commercial, de conclure une promesse de vente à la condition suspensive de non-exercice du droit de préemption par le preneur commercial, et dans l'hypothèse où il exercerait son droit de préemption, la rétroactivité de la condition suspensive permettrait de faire comme si la promesse n'a jamais existé et respecter, du moins l'esprit de ce droit de préemption, droit de priorité. Troisième point, les modalités. Il faut être très précis dans la rédaction de cette condition suspensive, notamment fixer un délai de réalisation. Il est vrai que la jurisprudence a parfois admis qu'il pouvait y avoir un délai raisonnable implicite, mais par précaution, il faut fixer expressément un délai, puisque sans délai, on pourrait considérer que tant que l'événement peut se réaliser, la condition est pendante et la promesse n'est pas caduque et ne libère pas les parties. Il faudrait également indiquer l'intérêt dans lequel la condition suspensive a été rédigée. Est-ce qu'il s'agit de l'intérêt de l'acquéreur, de l'intérêt du vendeur ou l'intérêt des deux parties? En fonction de cela, on verra que la renonciation répond à des conditions variables. Modalité également, lorsqu'il s'agit par exemple de renonciation, eh bien de préciser comment se fera cette renonciation, sous quelle forme, lettre recommandée avec avis de réception, envoyée à telle adresse, éventuellement l'étude notariale. Dans toutes ces hypothèses, il est important de préciser ces modalités. Et puis également rappeler la rétroactivité de la condition suspensive, puisque celle-ci n'est plus automatique depuis l'ordonnance du 10 février 2016. Or, il y a un certain nombre de montages qui dépendent de cette rétroactivité, tels que la clause de tontine, ou encore l'hypothèse qui a été évoquée tout à l'heure, de ce fameux droit de priorité qui serait respecté grâce à la rétroactivité de la condition suspensive qui se réaliserait. En matière de prêt, il y a toute une série de modalités particulières en termes de délai, de montant, de taux, mais cette condition suspensive en particulier, qui est soumise au droit de la consommation, fera l'objet de développements particuliers dans une autre vidéo. Dernier point à voir avec vous brièvement, la renonciation. Cette renonciation est évoquée à l'article 1304-4 du Code civil. Est-ce qu'il est possible de renoncer à une condition suspensive? Deux hypothèses dans ce cas-là. Première hypothèse, la condition est encore pendante. On ne m'a pas encore refusé le permis de construire, on ne m'a pas encore refusé le prêt, est-ce que je peux renoncer à cette condition suspensive? Si elle a été rédigée dans l'intérêt commun des parties, cela est envisageable, mais d'un commun accord. En revanche, si elle a été rédigée dans l'intérêt exclusif d'une partie, cette partie peut seule, effectivement, renoncer à cette condition suspensive. Mais la vraie difficulté concerne le cas où la condition a défailli. Le prêt a été refusé, le permis de construire a été rejeté. Dans ce cas-là, est-il possible de renoncer à cette condition qui a défailli? En principe, non. À lire l'article 1304-4, il y a une caducité automatique de la promesse. Mais comme la plupart des dispositions issues de l'ordonnance du 10 février 2016, l'article 1304-4 est une règle supplétive et par conséquent, il est possible par une clause d'écarter cette caducité automatique. Pour cela, et je vous renvoie à une clause type que je vous propose, il faudrait non seulement renoncer à l'article 1304-4 du Code civil, mais également à l'article 1304-6, alinéa 3, et de cette manière, on pourrait éventuellement considérer qu'en cas de défaillance de la condition, seule la partie dans l'intérêt de laquelle la condition a été réalisée pourrait y renoncer. Bien entendu, pour ne pas mettre l'autre partie dans une situation délicate, il faudrait préciser dans quel délai ce choix pourrait être opéré, selon quelle formalité, lettre recommandée avec avis de réception, adressée éventuellement à l'étude du notaire. Ce sont des précautions supplémentaires qu'il faudrait prendre afin justement de stabiliser la situation et de ne pas faire en sorte que le vendeur soit à la disposition de l'acheteur pendant une durée illimitée. Voilà quelques éléments qui ne sont pas approfondis mais qui permettent justement d'être sensibilisés sur les risques liés à la rédaction de cette clause qu'est la condition suspensive.